Vous écoutez France Culture. À plus d'un titre, le rendez-vous quotidien de l'actualité des livres. Première partie, Toufik Hakem. En première partie, un drôle d'oiseau que nous recevons, lui, Stéphane Ulysse, pour son roman édité par Le Serpent à Plumes. Harold, on en a beaucoup parlé à la rentrée. J'ai laissé passer la première vague des félicitations, des hurrahs et des bravos pour venir repasser une seconde couche. Bonjour, lui, Stéphane Ulysse. Bonjour. En deuxième partie, on restera toujours dans l'angoisse, mais cette fois-ci, l'angoisse côté peinture avec, pour l'actualité des essais, l'invité de Jacques Munier aujourd'hui, Benjamin Delmotte, qui publie aux presses universitaires de France, Esthétique de l'angoisse. Mais tout d'abord, littérature, roman, lui Stéphane Ulysse, Harold. Alors ce qui est bien, c'est que si c'est un peu difficile de résumer la complexité de votre style, au moins pour l'histoire, c'est facile. Oui. Ouais, le point de départ est très facile. Bien sûr, tout le monde a vu Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Vous avez aimé et vous en redemandez. Alors je vous conseille vivement donc ce 8e roman de lui, Stéphane Ulysse, notre invité cet après-midi. Harold est le titre de ce roman qui mêle avec brio des anecdotes véridiques, des personnages qui ont existé historiques et quelques acteurs imaginaires. Mais tout d'abord, Harold est le nom d'un des protagonistes du roman et c'est un oiseau. Et plus précisément, un corbeau. Un corbeau européen recueilli par un certain Chase Lindsay, un éleveur d'oiseaux tellement doué qu'Hollywood fait appel à ses talents. Le voilà donc recruté superviseur sur le plateau d'un nouveau film d'Alfred Hitchcock, c'est-à-dire Les Oiseaux, bien entendu. Déjà, ça nous donne une idée de l'époque, c'est en 1962. Hein. Oui, enfin, l'histoire elle-même commence en 1957 à Vienne. Oui. Ah non, mais ça c'est l'histoire d'Harold. C'est l'histoire d'Harold. On parle du film. Hein. Alors le film Les Oiseaux se tourne en 1962. Ouais. Il sort en 1963. D'accord. Dans votre roman, on va bien sûr croiser au fil des pages Alfred Hitchcock, évidemment, Tippi Hedren, sa fille Mélanie Griffith, mais aussi des mafieux, une starlette malchanceuse, des doublures et des agents doubles. Et donc c'est à partir d'anecdotes réelles, c'est-à-dire le tournage du film d'Alfred Hitchcock, lui Stéphane Ulysse, que vous nous proposez cette fiction, ce roman à thèmes multiples, parce que vous allez parler aussi bien de l'Amérique des années 60, d'Hollywood, l'amour et le désir, et surtout leur désillusion dans la plus grosse usine à rêve qu'est Hollywood. Oui, en fait, c'était... je voulais faire un livre sur le désir et je trouvais que c'était intéressant de traiter d'une autre époque, de personnages dans une autre époque, dans leur époque, pour éclairer en creux notre époque où il me semble que le désir n'a jamais été autant questionné, voire malmené parfois. Donc je pensais que c'était plus intéressant d'aller sur Hollywood, qui était vraiment le... Voilà, il y avait le lieu, il y avait les personnages, il y avait les mythes. Et là, il y avait l'expression du désir, il me semble. Mais pourquoi ça Non, j'ai pas fait du tout le rapport avec aujourd'hui. Quand vous dites que le désir est malmené aujourd'hui, vous voulez dire quoi, lui, Stéphane Ulysse ? Bah, je pense que il y a quelque chose d'extrêmement violent sur le désir, aussi bien le désir intime d'une personne vis-à-vis d'une autre que d'une personne vis-à-vis de son entourage, de la société qui l'entoure. De fait, on le voit bien aujourd'hui. Il y a quelque chose depuis une dizaine d'années, je pense, qui a basculé et on le voit tant dans le domaine politique que dans le rapport à l'intime. C'est-à-dire la violence qui s'est installée dans le oui, dans la le désir. violence aussi, le rapport à l'altérité, parfois le déni d'autrui, le questionnement aussi sur le désir. Pour moi, si on oublie le nom des personnages qui sont Tippi Hedren, Alfred Hitchcock, c'est aussi l'histoire de quelqu'un, pour l'élément masculin, qui ne sait pas quoi faire de son désir et qui, tout d'un coup, parce qu'il n'a pas le mode d'emploi, préfère casser l'objet de son désir et lui dénie à cet objet du désir son propre désir. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport à l'altérité, il me semble. Et c'était ça le fond du livre, mais on peut au premier degré le voir comme, je sais pas, j'espère en tout cas, comme on verrait un film de, je sais pas, Sam Peckinpah ou James Gray, enfin un truc qui va à toute allure,
Voilà. Mais derrière, je voulais traiter de ça. Alors pourquoi avoir choisi ce décor, c'est-à-dire l'Amérique des années 60, Hollywood surtout, et puis le tournage du film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux? Parce que je rappelle que Harold est un des oiseaux du film. Ben, c'était venu d'une idée très simple. En fait, en parlant avec mon éditrice Nathalie Fishman, la directrice du Serpent à Plumes, comme ça, on parlait à la base d'un autre projet et tout d'un coup, je lui dis mais il y a un truc qui est insensé, c'est que ça serait assez drôle, je trouve, de faire un film sur les oiseaux, raconté du point de vue d'un des oiseaux. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, oui, mais c'est une idée qui est pitchable comme ça. Voilà, ça le fait en une phrase. Mais pourquoi? Parce que vous veniez de revoir pour la énième fois le film d'Hitchcock? Non, tout simplement parce que j'avais offert la version beau livre des entretiens Hitchcock-Truffaut. Oui, Et, effectivement, très beau livre, très beau cadeau. oui, et comme ça peut arriver des fois dans ce genre de circonstances, on se prend soi-même à feuilleter le livre très rapidement. Et moi, je l'avais pas lu depuis des années, et tout d'un coup, il m'est apparu évident que le rapport Hitchcock-Tippi Hedren était matière à fiction et était très intéressant pour ce que ça induisait, parce qu'à partir du moment où Hitchcock a trouvé vraiment l'incarnation de la femme telle qu'il la voyait à l'écran, il l'a construite complètement. Tout d'un coup, lui-même se met à basculer dans sa part la plus sombre, dans sa part la plus noire, puisqu'après, il fait Pas de printemps pour Marnie, et après, ça... Et ses rapports avec Tippi Hedren sont vraiment assez... Ah, c'est de la fiction, c'est vrai. Ah, c'est horrible, on peut le dire. Hein. À 90%, c'est vrai. Ouais. C'est la phrase de Truffaut, en fait, qui est en exergue du livre, qui m'a mis la puce à l'oreille, où il dit que justement Hitchcock n'est plus le même à partir du moment où il rencontre, à partir du film Marnie, et aussi à partir du moment où il rencontre Tippi Hedren. Et les anecdotes, voilà, il n'y a pas eu de livre comme ça en français, mais Tippi Hedren ne manque jamais, lors d'une interview, à chaque fois qu'on lui demande, elle raconte en long et en large la problématique avec Hitchcock. Et c'était gratiné, effectivement. Et bien sûr, le bon écrivain que vous êtes mélange les anecdotes avec de la fiction. Mais tout d'abord, je voulais vous questionner sur cette manie de reprendre donc Les Oiseaux, lui Stéphane Ulysse, c'est-à-dire d'abord un roman de Daphné du Maurier adapté au cinéma par Alfred Hitchcock et qui donne la matière à un roman, votre roman, Harold. Ouais, parce que je pense que ça, et moi ça me dérange pas du tout. Ah non, moi, ça m'échappe complètement. Mais je veux dire, ça fait tellement partie du mythe, ça nous parle tellement. Moi, quand j'ai commencé le livre, sincèrement, je pensais pas du tout que Les Oiseaux étaient aussi emblématiques, le film, pour les gens. Et à chaque fois que je sais pas, dans une librairie, dans une soirée, il y a toujours des gens pour me dire, oh, mais moi c'est un film, souvent des femmes, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a bouleversé, parce que je pense que c'est un film qui charrie beaucoup de choses et une part inconsciente qui touche les gens de façon très forte, justement sur le désir, sur le rapport au désir. Si on analyse les images des oiseaux, il y a de quoi dire. Je ne suis pas psychanalyste, donc je vais pas. Mais il y a. Vous connaissez tout de l'histoire du film. Avez-vous eu à un moment ressenti la nécessité de plonger dans le livre de Daphné du Maurier? Non, pas du tout. Donc oui, c'est vrai. Je me disais ça. Non, du tout. Le livre, il s'est fait. Je sais pas si on. Il s'est fait très vite et je n'avais jamais fait de livre avec une part de documentation jusqu'alors. Et il se trouve que là, j'ai même pas eu besoin de consulter la documentation en amont, mais je l'ai fait au fur et à mesure de mes intuitions. C'est-à-dire, je disais, tiens, ça serait bien si il y avait un lien avec la mafia, parce que ça me donnerait une ouverture ça me donnerait un autre angle d'attaque et tout ça. Et à chaque fois, je recherchais, et toc, je trouvais, Lew Wasserman, effectivement, avait un lien avec et tout a été comme ça. La documentation n'a pas été faite avant, mais elle a été faite après. Et sur les corbeaux, je me disais, ça serait bien si un corbeau pouvait, et paf, et je trouvais effectivement l'information qui crédibilisait ce que je racontais. Et l'idée de revenir sur ce tournage, sur cette histoire, pour mieux s'en éloigner à partir d'un personnage qui est Harold, donc le corbeau, c'était ça l'idée de départ, c'est-à-dire... Franchement, il n'y a pas...
j'aimerais dire que j'ai tout géré, tout drivé, qu'il y a eu un calcul. J'ai commencé vraiment page blanche en me disant je vais parler des oiseaux, mais après j'ai été comme une antenne de télé, j'ai capté tout ce que j'avais dans la tête, je me suis fait un film dans la tête et j'y ai été. Mais je voulais surtout pas rentrer dans quelque chose de trop cérébral ou de trop calculé. Et il y avait une contrainte de temps et donc c'est pas par hasard si le personnage central s'appelle Chase, c'est parce que j'ai beaucoup pensé en écrivant le livre à James Hadley Chase, que j'avais relu et qui lui aussi était pour moi est pour moi un personnage de fiction parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a écrit réellement ou pas. On ne sait pas combien il y a eu de James Hadley Chase. Et en tout cas, ce que je cherchais, c'était l'efficacité d'auteurs comme ça, c'est-à-dire de Chase, de Mickey Spillane, d'auteurs qui, peut-être aussi dans un autre registre de Dos Passos, mais c'est surtout ces auteurs-là qui m'ont influencé pour Harold, peut-être plus qu'Hitchcock finalement. Qu'une narration à la Hitchcock où tout aurait été très ligne claire, très lisse, très voilà, je voulais surtout pas raconter une histoire à la manière d'Hitchcock. Ça aurait été peut-être payant stylistiquement, mais je trouvais ça redondant et on manquait toute la profondeur des personnages. Je pense que je pouvais aller chercher les personnages en Et pourtant, procédant c'est comme pas j'ai tout fait. à fait un roman noir. Non, D'ailleurs, je serais bien incapable de donner un genre à votre roman un roman polar. milicien. Non, mais non, un polar, non, parce que Non? pour moi, un polar, il manque la part de romantisme. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui fasse écho, quand même à Hollywood, à la façon de raconter une histoire, je sais pas, comme Douglas Sirk ou. euh, il- je pense que rester dans le genre précis, c'est-à-dire un roman noir, un roman policier, ça n'aurait pas été. On a l'impression que que c'était aussi une de vos préoccupations d'échapper à toute classification, à tout genre. Euh, c'est- euh, j'ai pas- J'aimerais bien être intelligent comme ça, mais non, c'est beaucoup plus basique. J'ai été au travail, si je puis dire, comme on peut dire, j'ai été au charbon, j'ai écrit et voilà. Mais non. Avant de revenir sur l'histoire donc d'Harold, de votre roman, lui, Stéphane Ulysse, est-ce qu'on peut dire une bonne fois pour toutes que tous les personnages qui ont réellement existé, Hitchcock, ses comédiens, ses techniciens, tout ça, tout ce qui vit dans votre roman, ce sont des anecdotes vraies, et puis à côté, vous avez développé une fiction avec vos personnages complètement inventés, ou bien est-ce que vous emportez tout ce beau monde, c'est-à-dire vos personnages et les personnages ayant réellement existé, dans un tourbillon qui vous appartient, c'est-à-dire c'est une fiction? Ah oui, c'est Oui. une fiction. Et je suis bien embarrassé à chaque fois qu'on me demande ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, parce que je n'ai pas envie d'être C'est tout le plaisir du livre, hein. déplaisant, mais c'est tout le plaisir aussi de mon travail, et Mhm. c'est tout le plaisir que j'essaye de donner. Et j'espère que les gens le ressentent comme ça à la fin du livre. Mais de devoir après décortiquer, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est assez gênant. Ce qui compte, c'est que l'histoire ait l'air vraie et ce que je raconte et accroche les gens. Mais après, Vous avez tout fait, effectivement, pour qu'on vous pose cette question, parce que c'est une description scrupuleuse de l'Amérique des années 60. On a euh, l'impression que vous avez travaillé avec beaucoup de documentation. mais je vous dis de fait, pas tant que ça. Ouais. J'ai eu accès aux archives via Internet du LA Times. Pour toute la quotidienneté d'Hollywood, j'ai consulté comme l'a fait Chase James Hadley Chase au moment où il a écrit Pas d'orchidée pour Miss Blanditch, qui se Mhm. passait aux États-Unis. Il n'y avait jamais été aux États-Unis à l'époque. J'ai pris des cartes routières tout simplement pour essayer de retrouver un rendu. Après, j'ai vérifié si l'époque, dans les années 50, il y avait telle autoroute ou pas. Mais non, ce qu'il fallait, c'est que les personnages montrer aussi que c'était des gens différents. C'est-à-dire que la même histoire aujourd'hui, les personnages pourraient avoir les mêmes sentiments, mais ils ne les exprimeraient pas de la même façon. Là, il y a quand même aussi, c'est pas n'importe qui, c'est des gens à Hollywood qui sont des bâtisseurs, qui ont une vision du monde. Et à un moment dans le roman, Leo Wasserman dit, j'ai l'impression que le monde devient carré. Il est au milieu Mhm. des années 60, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il y a aussi une transformation. Et c'était encore des générations, je pense, où
il voulait aller sur la Lune quand même, et il se disait après, les générations qui nous succéderont iront encore plus loin. C'est tout l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit surtout la génération qui est après nous, qu'est-ce qui va lui rester? On est dans l'inquiétude par rapport à la génération qui nous suit, alors qu'à l'époque, c'est tout le contraire. C'est des gens qui sortent d'un truc irreprésentable, qui est la Seconde Guerre mondiale, et qui sont, il faut que tout soit positif et il faut aller le plus loin possible. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. Alors parmi les critiques toutes positives qui ont salué la sortie de votre roman, Harold, votre 8e roman, Louis-Stéphane Ulysse, moi j'ai retenu une seule qui résume très bien l'impression que j'ai eue en lisant le roman, et qui dit on a l'impression que c'est un auteur américain, tellement que effectivement on se sent dans l'ambiance de l'Amérique des années 60. Est-ce qu'il y avait chez vous aussi, parce que vous aimez le cinéma, vous avez travaillé pour le cinéma, vous avez écrit pour le cinéma, une envie de raconter, j'allais dire, l'envers du décor d'Hollywood, c'est-à-dire Hollywood, côté cour, côté jardin? Ah oui, complètement, mais sans basculer dans un voyeurisme. Vous savez, Deleuze disait à propos de la littérature française, à un moment, il parlait des sales petits secrets. Et il y avait une frontière, il y avait un truc à pas dépasser pour pas devenir complice. Ça devenait malsain. Donc il y a un travail, là je parle plus comme un cinéaste, mais sur la lumière. C'est-à-dire il y a un moment, la lumière ne doit pas aller trop loin et on ne doit pas trop éclairer, mais on ne doit pas non plus être trop gratuit dans la part obscure des choses. J'ai essayé de garder un côté entre guillemets moral. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça que j'ai essayé de faire en tout cas. Parlons d'Harold. Vous avez deviné donc toute une histoire, toute une vie, avec une naissance en Europe d'ailleurs, comme tous les grands d'Hollywood. Tout commence en Europe et après il y a l'exil en Amérique. Oui, mais je voulais pas rentrer dans une forme d'anthropomorphisme au niveau de la narration. Donc on pense que Harold peut faire ci, peut faire ça, peut agir de telle façon, mais on n'en est jamais sûr. Parce que sinon, c'était vraiment uniquement du point de vue d'un animal. Et là, dans ce cas-là, c'était comme le film de Jérôme Boivin, Baxter. C'est un chien qui parle, qui pense. Et là, je voulais pas, pour ce texte-là, je voulais pas faire ça. C'est un oiseau qui peut être un oiseau de mauvais augure, de fait, mais qui peut aussi avoir une symbolique, je sais pas, comme peut-être comme au Moyen Âge, où les chansons un peu de troubadour, voilà. Mais pourquoi son histoire commence bien avant le tournage du film? Pourquoi vous avez tenu à lui? Parce que c'est l'Europe, justement. Oui. C'est le départ de l'Europe. Et c'est justement ce départ de l'Europe qui permet ensuite de voir le continent américain dans toute sa largeur, dans toute qui donne un rapport à l'espace qui est complètement différent et qui explique pourquoi aussi les personnages sont comme ça. C'est-à-dire c'est des Européens qui fuient une situation épouvantable, qui fuient la misère et qui tout d'un coup arrivent sur une sorte de terrain de jeu qui est immense. Et tout est à bâtir, tous les rêves sont possibles. Et ça, on pouvait le rendre, mais il y avait sans doute d'autres façons de faire, mais on pouvait le rendre en partant de l'Europe, justement. En partant de Vienne, du troisième homme, donc. Voilà. Les rapports que va entretenir Harold avec Tippi Hedren, comment les qualifier? Moi, alors ça fait un peu formule. Fantasme? Non, moi je dis que c'est l'histoire d'un oiseau qui par amour finit par se comporter comme un humain, comme un homme, là où les hommes qui l'entourent, pour la plupart, finissent par se comporter comme des animaux ou des oiseaux parce qu'ils ne savent justement plus quoi faire de leur désir, ils ne savent pas quoi faire de leur amour. Et là vous faites carrément allusion à Alfred Hitchcock et de sa Entre relation. autres. Oui. Oui. Après, je peux pas trop en dire. Alors, effectivement, le fait d'être, est-ce qu'on peut dire que vous avez vu et lu tout ce qui s'est dit, écrit sur le tournage des oiseaux pour Oui, mais ça s'est fait vraiment pendant l'écriture. C'est-à-dire que j'ai démarré vraiment sur le livre d'entretien avec Truffaut. Et puis ensuite, j'ai ramassé quelques anecdotes sur le tournage avec le dresseur Ray Berwick. Il y a une interview de lui sur Internet. Ensuite, j'ai trouvé d'autres bouquins, j'ai traduit des passages. Et plus
plus j'avançais, plus le tournage apparaissait comme quelque chose d'improbable, d'aberrant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliers d'oiseaux mécaniques dont ils ne sont pratiquement pas servis, sauf à Hollywood. Il a fallu chercher des vrais oiseaux, les capturer, des corbeaux. Ça a été un tournage épique. Comme aujourd'hui, c'était une autre époque, là encore. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, bah, on parle souvent, Hollywood parle de faire un remake avec les oiseaux. Bon, bah, on se doute bien que si ça arrive un jour, ça sera avec du numérique, avec des trucages, mais là, les trucages sont artisanaux, c'est entre guillemets fait main. C'est-à-dire qu'il y a des dresseurs, on va chercher 4000 oiseaux dans le Montana, dans le Nevada, pardon. Il faut surveiller tous les jours les oiseaux, il y en a qui s'enfuient, il y en a d'autres qui ne veulent pas faire les numéros, on doit toujours trouver des ruses pour essayer ça a été un travail mais colossal. À l'inverse du film précédent, Psychose, qui a été tourné avec un tout petit budget et qui a été tourné avec des moyens de télé, puisque à l'époque, Hitchcock découvrait la télé comme la télé le découvrait, en fait. Mais les oiseaux, ça a été un tournage comme il y en aura probablement plus, parce qu'on est passé à autre chose, tout simplement. Quand vous dressez le portrait, bon, des dresseurs, puisqu'on parle de ça, mais aussi d'un photographe emblématique de l'époque, Irving Cloud, de Houdini, est-ce que dans votre esprit, Louis-Stéphane Ulysse, c'était d'essayer d'avoir quand même la fresque d'une certaine Amérique qui va basculer? Pour reprendre le terme de Luis Corrichi de la fin d'un rêve, de la fin d'un cinéma, et que on a l'impression que c'est le dernier tour de piste. Oui, le dernier tour de manivelle. Après Hitchcock, quelque part, on peut aussi l'exprimer comme ça. Il perd de sa croyance, il perd voilà, la vision n'est plus optimiste. Et c'est la fin de la magie. Mais c'est pas qu'aux États-Unis, parce que c'est un sujet qui m'est assez cher, puisque le prochain livre sera également sur Robert Houdin, un épisode très particulier de la vie de Robert Houdin. Et voilà, il y a une époque où, disons, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les gens voient tout plus grand, ont des rêves et essayent de toucher leurs rêves d'une façon parfois très naïve, mais finalement très humaine, et cette façon de faire les éclaire complètement au plus profond d'eux-mêmes. Même si vous ne laissez pas ce rêve s'installer, je veux dire que tous ces rêves sont contrecarrés par effectivement tous les dessins sombres qu'il y a derrière. Après, il y a tout simplement le business. Il y a des gens qui veulent faire, qui veulent faire de l'argent à Hollywood comme ailleurs, et il y a le début ce qu'on appelle des snuff movies, la mafia commence seulement dans les années 50 à s'intéresser à la pornographie. Avant, elle s'y intéressait pas, parce qu'elle pensait que tout simplement ça ne marcherait jamais. Ils ont construit Las Vegas, donc là, dans les années 40, et là, ils passent à autre chose. Mais ce qui est étonnant, ce qui m'a étonné dans l'époque, c'est que tout est positif. Les essais nucléaires, c'est hyper positif. Consommer, c'est tout l'inverse d'aujourd'hui, en fait. Et là, il y a vraiment, on cherche à avoir un monde parfait et à toucher du doigt ce monde parfait, avec vraiment l'illusion qu'on va y arriver, vraiment la sensation qu'on va y arriver. Et puis tout d'un coup, paf, il y a un basculement qui correspond. C'est un peu une tarte à la crème, mais qui correspond quand même à l'arrivée de Kennedy. Et là, les choses commencent à changer. Et pour vous, vous êtes d'accord avec cette idée de dire que c'est peut-être un des derniers grands films d'Alfred Hitchcock ou un des grands films d'Hollywood? Je sais pas. Moi, j'ai appris à aimer Marnie, si je puis dire, en le revoyant et en le revoyant. J'aime bien les deux derniers films d'Hitchcock qui sont jugés vraiment comme indignes de lui. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dedans quand même. Il y a tout d'un coup, sur une séquence, un coup comme un jeune homme qui essaye un mouvement de caméra étonnant, surprenant. Je pense à une scène de Frenzy très, très particulière où il y a un crime et la caméra part comme ça en travelling arrière, descend l'escalier et va dans la rue. Et c'est un mouvement de caméra très beau, très pur. Et tout d'un coup, c'est un jeune homme de 25 ans qui essaye qui trouve un truc comme ça. Après, je me méfie un peu
on a dit ça aussi du cinéma américain des années 70. On disait que c'était les derniers grands films d'Hollywood. Enfin, voilà. Je pense que non, c'est sans doute un peu plus complexe. Il y a aussi une autre idée dans votre roman, Louis-Stéphane Ulysse, Harold, c'est comment on recycle les décors, comment on recycle tout ce qui fait toutes les matières de rêve. Vous-même ayant recyclé des anecdotes d'un film qui lui-même recyclait un roman, vous voulez dire quoi par là que tout En tout cas, ce que je veux dire dans ce texte-là, dans ce roman-là, c'est des gens qui jouent presque au ping-pong, en tout cas qui ont une relation de miroir, toujours entre la réalité et l'image. C'est-à-dire que l'image leur dicte ce qu'ils vont être réellement. Ouais. C'est le début de ça. C'est les premières années où on assiste à ça. Et on voit où on en est aujourd'hui par rapport à ça. Mais là, le premier à se mettre en scène à la télévision, à jouer avec le médium de la télé, c'est Hitchcock. Ouais. Et Psychose, ça n'est rien d'autre qu'un film qui a coûté vraiment très peu cher et qui a fixé durablement, encore aujourd'hui, quand même toutes les règles du film de genre, un peu du teen movie, ce qu'on appelle le teen movie, ou de ce genre de film. C'est-à-dire avec des moyens télé, il arrive à faire un film d'épouvante à petit budget, en noir et blanc. C'est un film qui est toujours projeté, enfin qui a toujours autant de succès. Donc voilà, c'est vraiment une époque charnière pour ça. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Louis-Stéphane Ulysse? Est-ce que vous écrivez pour le cinéma? Parce que vous travaillez aussi pour le cinéma. Vous écrivez des... Oui, là en ce moment je travaille sur un scénario et après je dois donc attaquer un autre roman qui est sur Robert Houdin. Vous alternez, c'est ça? Un coup le cinéma, un coup la littérature, un coup je travaille pour les images, un autre je laisse mes lecteurs se faire les images à partir de mon écriture. J'aimerais être aussi serein que ça. Malheureusement j'ai pas la main comme ça. C'est-à-dire que je me fais un film dans ma tête et après ça devient un scénario ou un livre. Mais comment ça? Ça dépend des moyens que vous avez à votre disposition. Houdin, ça devait être normalement un scénario pour la télévision française. Ça a été jugé trop cher. Harold, c'était pour un roman, là. C'est pour un roman, mais après, moi je sais pas, je serais un réalisateur américain, je trouverais ce roman tout à fait épatant. Pourquoi américain? Je pense que les Français... Non, mais simplement... c'est difficile à scénariser en France. Enfin, il y a plein de codes, puis ça coûte quand même assez cher. Déjà, les droits du roman vont coûter très cher. Non, mais plus sérieusement, c'est forcément un film. Si ça devait être un film, c'est forcément un film assez cher. Et je pense que c'est un mode de production plus américain, il me semble. Vous pensez que l'Amérique pourrait remettre en cause ses mythes fondateurs dans celui du cinéma, ou de ses chefs-d'œuvre, ou bien c'est une idée plus européenne? C'est une idée européenne, mais que les Américains auraient intérêt à utiliser. Enfin, je sais pas, ça peut donner. Après, c'est toujours pareil. L'idée sans l'encadrement, voilà, ça pourrait être une adaptation épouvantable, comme ça pourrait être peut-être intéressant, je sais pas. Dernière question, est-ce que Harold, ce roman, édité par Le Serpent à Plumes, a été traduit en anglais? Non, pas encore, il vient juste de sortir. Il y a des traductions qui sont en cours, mais en anglais, pas encore. Merci beaucoup, Louis-Stéphane Ulysse, d'être venu pour nous parler de ce roman que je vous recommande vivement. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission, toujours en direct sur France Culture, l'actualité des essais, avec Jacques Munier.